Je m'appelle Julian Cross. Je viens de rentrer au pays après un long séjour à l'étranger, une sorte d'exil volontaire, où les jours se sont confondus, un rythme de café à Berlin et de salle de conférence à Vienne, le bourdonnement constant de nouvelles idées et de vieux regrets. C'était bon d'être de retour en terrain connu, de parcourir les rues où j'avais appris pour la première fois qui j'étais censé être. Catherine avait insisté pour ce rendez-vous café dans notre ancien repère, un petit endroit près de son appartement qui sentait la cannelle et les secondes chances. Nous nous sommes assis près de la fenêtre, le soleil se ruant entre nous, 2 tasses de café fumant entre nos mains, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti le scintillement de la maison. Elle a souri comme elle le faisait toujours, avec cette petite courbe de ses lèvres qui faisait disparaître tout le reste. Sa main a effleuré la mienne et pendant une seconde, j'ai pensé que le monde s'était peut-être rétréci à nous seuls, jusqu'à ce qu'il y entre. Elle est arrivée dans une bouffée de parfum floral et en claquant des talons, ses cheveux tirés en une queue de cheval élégante qui la faisait paraître plus âgée qu'elle ne l'était. Elle portait son café au lait comme un marteau, prête à juger quiconque à portée de voix. Elle m'a à peine accordé un regard avant de poser son regard sur Catherine, sa sœur, ma Catherine. Sa voix, tranchante, nette, trancha le doux bavardage du café comme un chirurgien. Scalpel Catherine. Elle dit d'un ton plein d'exaspération pratiquée, « Tu es trop gentille, il est sans emploi et soigné. » Ces types sont la lie de la société. Elle ne baissa même pas la voix. Les têtes se tournèrent. Un barista se figea en plein service. Le bruit de la machine à expresso siffla comme un rire narquois en arrière-plan. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. Le mot ne résonna dans ma tête, une étiquette que j'avais déjà portée, mais jamais de ses lèvres, jamais de quelqu'un qui comptait pour Catherine. Ce n'était pas vrai, bien sûr, mais cela ne le rendait pas moins douloureux. Le visage de Catherine pâlit, ses yeux passant d'Ivy à moi, comme si elle pouvait physiquement me protéger des mots. Mais c'était trop tard. Les talons au d'Ivy claquaient sur le sol comme le tic-tac d'un compte à rebours, son café à la main, tandis qu'elle se retournait et s'éloignait, laissant derrière elle les conséquences. Le silence se fit au café. Je sentais tous les regards braqués sur moi, comme si j'étais l'acteur principal d'une pièce tragique. Catherine tendit la main vers moi, mais je la retirai doucement, non par colère, mais parce qu'il me fallait une seconde pour digérer et trouver comment sourire sans craquer. J'inspirai lentement, puis je forçai les commissures des lèvres à se relever, un réflexe que j'avais appris à maîtriser là où le respect n'était pas toujours évident. Ce n'est rien, dis-je, la poitrine serrée. C'est ta sœur, elle est juste inquiète. Les mots avaient un goût amer. Les yeux de Catherine brillaient d'une lueur mi-excuse mi-impuissance, comme si elle souhaitait pouvoir se glisser dans l'espace entre nous et effacer la douleur. Mais il y a des choses dont même l'amour ne peut te protéger, Julian, murmura-t-elle, la voix légèrement brisée. Je suis tellement désolé qu'elle ne le sache pas, je l'arrêtai d'une main levée. Mon sourire était désormais plus une armure qu'une chaleur. Elle est protectrice, je comprends. Ne laissons pas cela gâcher notre journée. Mais même en le disant, je savais que ce jour était déjà marqué. J'avais l'impression d'être sur scène. Je n'avais pas auditionné pour mon texte, je n'avais pas répété, avec Ivy comme metteur en scène et tous les autres comme public captif. Je détestais cette façon de faire. J'avais l'impression de devoir prouver quelque chose à un monde qui ignorait qui j'étais ni ce à quoi j'avais survécu pour en arriver là. La vérité, c'est que j'avais travaillé d'arrache-pied à l'étranger. J'avais vu des choses, appris des choses, gagné le respect dans des salles où personne ne connaissait mon nom. Je me forgerais une réputation. Julian Cross, le chirurgien qui ne bronchait jamais, qui traitait les cas impossibles d'une main ferme. J'avais été un résident, un collègue, une personne de confiance là où la barrière de la langue ne pouvait empêcher un battement de cœur de reprendre sous mes soins. Mais rien de tout cela n'était écrit sur mon front, rien de tout cela n'était tatoué sur ma peau ici. Tout ce qu'Ivy voyait, c'était un homme descendu d'avion avec un sac de sport et un sourire, sans titre de poste visible à porter comme un bouclier. J'observais Catherine tandis qu'elle tâtonnait avec sa serviette, la déchirant en fines lanières blanches, ses yeux scrutant tout autour comme si elle voulait disparaître. Je le savais. Écoutez, la façon dont la culpabilité vous gagne vous donne l'impression de devoir une explication à tout le monde. Je me suis penché en avant, ma voix basse et posée, comme je parlerais à un patient au bord de la panique, et, ai-je dit en croisant son regard. Ne fais pas ça. Ne laisse pas ces mots te ronger la poitrine comme du poison. Je suis là, je ne vais nulle part. Ses yeux se remplirent de larmes et, l'espace d'un instant, je crus qu'elle allait les laisser couler, mais elle les cligna des yeux, ses lèvres tremblantes en un petit tremblement. Un sourire déterminé.
Je sais, murmura-t-elle, je sais qui tu es et que ça suffisait pour l'instant. Je pris une gorgée de café, laissant l'amertume m'envahir, me rappelant toutes ces nuits passées avec rien d'autre que la caféine et la détermination pour me tenir compagnie. Je repensais aux opérations que j'avais pratiquées, aux heures que j'avais passées, aux vies que j'avais touchées. Je n'étais pas un extraterrestre, je n'étais pas une ordure. J'étais Julian Cross et j'avais mérité chaque cicatrice sur mes mains. Ivy ne me connaissait pas, mais elle, si. Un jour, elle comprendrait l'homme assis en face de sa sœur dans un petit café, souriant malgré la douleur parce qu'il l'aimait plus que sa fierté. Un jour, je m'en assurerai. En attendant, je serrerai la main de Catherine et me rappellerai que l'amour, le véritable amour, ne se construit pas sur des titres ou des étiquettes. Il se construit sur ces moments de silence où deux personnes se choisissent encore, et pour l'instant, c'est ce qui compte le plus. Nous nous sommes rencontrés lors des examens d'entrée à Branle Medical College, et dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était différente. Elle se tenait là, dans le couloir, un doux sourire illuminant tout son visage, ses yeux chaleureux et curieux, comme si le chaos de la journée, la tension, le bachotage de dernière minute, l'anxiété qui nous collait à tous comme de la sueur ne la dérangeait pas du tout. Moi, en revanche, j'étais dans un état lamentable. Mon stylo coulait de l'encre, ma cravate était de travers et la seule chose que j'avais oubliée dans ma préparation méticuleuse, la gomme, semblait être la goutte d'eau qui risquait de me briser. Cette minuscule gomme stupide. Le poids de chaque examen d'entrée, chaque sacrifice de ma famille, chaque nuit blanche à emprunter des manuels, tout cela pesait sur moi tandis que je fouillais dans mon sac, la panique montant comme une bile. C'est alors qu'elle est apparue à côté de moi, tendant sa propre gomme, avec un sourire qui semblait ralentir le temps. On est tous dans le même bateau, pas vrai, dit-elle d'une voix si calme qu'elle semblait être une bouée de sauvetage lancée à un homme en train de se noyer, et à cet instant, la tension dans ma poitrine s'est apaisée. Je ne sais pas comment. Elle savait que j'avais besoin de cette gentillesse, mais c'était comme si elle avait lu la peur dans mes yeux et avait décidé que ce n'était pas quelque chose que je devais porter seul. Elle s'appelait Catherine Bell. Cette gomme a tout changé. Nous nous sommes retrouvés assises côte à côte dans la salle d'examen et chaque fois que je sentais ma confiance faiblir, je la regardais. Elle affichait ce même sourire et hochait légèrement la tête, comme si nous étions partenaires dans cette bataille. Au moment où le devoir final a été récupéré, j'ai su que j'avais rencontré quelqu'un qui allait changer le cours de ma vie, et c'est ce qu'elle a fait. L'orientation a suivi, un enchaînement de cours, d'études de cas et de séances d'études nocturnes qui ont fini par se transformer en visite clinique matinale. Nous sommes restés soudés, gravitant l'une vers l'autre d'une manière à la fois naturelle et inévitable. Notre amitié s'est approfondie à chaque café partagé à la cafétéria de l'hôpital, à chaque repas pris entre les cours, à chaque fois que nous rentrions ensemble sous la pluie parce qu'aucun de nous ne voulait que la journée se termine. Elle m'a fait rire au milieu d'un cadavre. Le laboratoire m'a donné l'impression d'être plus qu'un simple étudiant en blouse blanche. Elle a vu la personne derrière les notes, derrière l'ambition, et peu à peu, j'ai réalisé que je ne pouvais pas imaginer mes jours sans elle. J'ai changé grâce à elle. J'ai abandonné les blazers d'occasion et les chaussures démodées, les ai troqués contre des chemises à ma taille et des chaussures qui ne grinçaient pas. À chaque pas, je me suis mis à la salle de sport, ne serait-ce que pour suivre la lueur de ses yeux chaque fois que nous nous croisions dans le couloir. J'ai aussi aiguisé mon esprit. Mes notes étaient méticuleuses, mes plans d'études à toute épreuve. J'étais déterminé à être l'homme qu'elle méritait, même si elle ne le savait pas encore. Chaque examen devenait un défi. Je devais gagner à chaque stage clinique une chance de prouver que je n'étais pas un simple nom parmi d'autres sur la liste, et au centre de tout cela se trouvait Catherine, ses encouragements discrets me poussant en avant comme un pouls régulier. Elle était là pour les victoires, les as sur mes bulletins, les félicitations des professeurs, mais elle était aussi j'étais là pour les échecs, les jours où j'avais l'impression que le poids du monde était trop lourd. Elle débarquait chez moi avec des plats à emporter et un grand sourire, se blottissant sur mon canapé en coton, me rappelant qu'aucune note ne définirait qui j'étais. La nuit où nous nous sommes enfin embrassés n'était pas prévue. Nous avions étudié tard, à cause d'un problème cardiaque compliqué, je ne m'en souviens même plus. Il faisait humide, l'air lourd, avec la menace de la pluie. Nous marchions le long de la digue près du campus, l'air salin se mêlant à l'odeur de la pluie, l'asphalte trempé. Quand je me suis arrêté, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit, je ne peux pas continuer à faire semblant de ne pas ressentir ça, Catherine, moi, mais je n'ai pas pu finir. Elle s'est rapprochée et m'a embrassé, doucement et sûrement, comme si elle avait attendu que je rassemble mon courage. Quand nous nous sommes séparés, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire.
Elle a ri, repoussant ses cheveux derrière son oreille, ses yeux brillant d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant, de quelque chose qui on aurait dit de l'espoir. J'attendais que tu le dises. Murmura-t-elle, et ce fut tout. La dernière barrière entre nous s'effondra. Après ça, nous étions inséparables. Les séances d'études se transformèrent en soirées, en courses de ramen et en confessions murmurées. On s'asseyait sur le capot de ma vieille voiture, on parlait de tout et de rien, de l'avenir, de nos peurs, de nos rêves de sauver des vies et de faire bouger les choses. Je lui ai parlé des sacrifices de ma mère pour que j'arrive ici, des nuits où j'avais dormi par terre à la clinique juste pour payer les frais de scolarité. Elle m'a parlé des attentes de son père, de son besoin constant d'être parfaite, même si elle ne comprenait pas comment nous partagions les parts de nous-mêmes que nous gardions cachées aux autres, et ça m'a fait croire que nous pouvions tout affronter. Nous avons obtenu notre diplôme ensemble, premier de la classe, tous les deux. Ses parents rayonnaient à la cérémonie, leur fierté rayonnant dans chaque hochement de tête poli et chaque sourire forcé. Ma mère m'a envoyé un SMS avec une douzaine d'émojis en forme de cœur et un rappel qu'elle avait toujours cru en moi. J'ai regardé Catherine, sa main autour de la mienne, pensa, je suis l'homme le plus chanceux du monde. Nous avions fait des projets, un internat, des bourses, le long chemin pour devenir les chirurgiens dont nous avions toujours rêvé. Mais la vie n'est pas une chronologie bien ficelée de succès et de célébrations. Même alors, des ombres planaient à l'horizon, annonçant les combats que nous aurions à mener, à l'intérieur comme à l'extérieur des murs de l'hôpital. Mais à ce moment-là, la gomme de Catherine encore rangée dans une boîte à souvenirs, que je gardais comme des talismans. Je croyais que nous pourrions tout surmonter, car cette gomme n'était pas un simple outil emprunté. C'était une promesse. Une promesse que nous serions toujours ensemble, quelles que soient les difficultés des jours, quelles que soient les aspérités du monde. Je me suis accroché à cette promesse à l'époque. Je m'y accroche toujours. Catherine adorait sa sœur, mais Ivy ne m'a jamais adoré, même pas un peu. Dès ma première rencontre chez la famille Bell, un endroit qui sentait le chêne poli et l'attente, je savais que je ne la conquérirais jamais par mon seul charme. Ivy était vive, ambitieuse, le genre de personne qui calcule chaque mouvement, comme si elle était déjà à mi-chemin du sommet, même si elle terminait encore son internat à l'hôpital universitaire de Westbridge. Elle se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui avait toujours une réponse, quelqu'un qui n'avait jamais besoin d'une bouée de sauvetage ou d'une seconde chance. Ses yeux, d'une teinte plus foncée que ceux de Catherine, m'évaluaient comme un chirurgien évalue une blessure, objectivement, cliniquement, comme si elle pouvait voir chaque faiblesse sous ma peau. Elle m'a d'abord toléré comme on tolère un train en retard ou une conversation ennuyeuse, agaçante mais temporaire. Mais dès qu'elle a découvert que j'étais entre deux emplois, ses patients ont disparu comme une anesthésie qui se dissipe. Elle n'a pas perdu de temps pour nous faire savoir, à Catherine et moi, ce qu'elle pensait exactement de ma situation. C'était un mardi soir, suffisamment tard pour que le monde extérieur soit immobile, les lumières de la ville floutées par la buée sur la fenêtre. Catherine et moi venions de nous installer pour un dîner tranquille. Plat thaïlandais à emporter, notre mon coup de cœur. Elle avait enfilé un t-shirt trop grand que j'adorais. Ses cheveux étaient relevés au crayon, son rire était vif et facile. C'est alors que l'appel est arrivé. Le nom d'Ivy a illuminé le téléphone de Catherine, l'écran s'illuminant comme un avertissement. Catherine a répondu de ce ton chaleureux qu'elle réservait toujours à sa sœur. Au début, je n'ai pas entendu les mots d'Ivy, juste la respiration rapide de Catherine, la façon dont ses épaules se tendaient, comme une corde de violon trop tendue. Puis elle a mis l'appel sur haut-parleur, ses yeux croisant les miens pour s'excuser tandis que la voix d'Ivy emplissait la pièce. « Tu fais une erreur, Catherine. » Ivy a claqué chaque syllabe avec une acuité de scalpel. « Tu te contentes de quelqu'un de petit, fauché et démodé, un homme qui n'arrive même pas à garder un emploi. Ce n'est pas ce que tu mérites. Ce n'est pas ce que papa voudrait. » J'ai senti l'air me quitter, mes poumons étaient courts, cassés, démodés. Mon esprit s'est empressé de rattraper son retard. Les mots, chacun plus tranchant que le précédent. Catherine a essayé d'intervenir, mais Ivy n'avait pas fini. On voit toujours le meilleur chez les gens, Cathy, mais on ne peut pas construire un avenir avec quelqu'un qui n'est même pas capable de se construire une carrière. C'est un boulet. Il va te tirer vers le bas. Tu n'es pas son cas de charité. Elle n'était pas au courant pour la bourse à Berlin. Elle n'était pas au courant pour la licence de chirurgie soigneusement rangée dans mon tiroir, signée par les meilleurs du domaine. Elle n'était pas au courant des 3 offres que j'avais reçues la semaine dernière,
offre que j'avais refusée parce que je voulais être ici avec Catherine pour la soutenir pendant qu'elle travaillait à Westbridge pour construire une vie avec elle. Ivy ne savait rien de tout cela. Elle ne voyait que ce qu'elle voulait voir, un homme qui n'avait pas encore déballé tous ses cartons, un homme qui avait pris un congé sabbatique. Cela ne correspondait pas exactement à son idée du succès. Je serrai la mâchoire, fixant le sol comme s'il pouvait m'offrir une sorte de ancre. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne voulais pas me battre, mais je ne pouvais l'ignorer. Les yeux de Catherine brillaient, des larmes retenues, sa main tremblante lorsqu'elle prit la mienne. Julan est plus que ça, Ivy, dit-elle d'une voix légèrement brisée. Tu ne le connais pas aussi bien que moi, railla Ivy, le son comme une gifle. J'en sais assez. Je sais que ce n'est pas le genre d'homme avec qui tu devrais perdre ton temps. Tu vas loin, Catherine. Ne le laisse pas te retenir. Sur ces mots, elle raccrocha, laissant la pièce lourde de sa désapprobation, le silence si pesant qu'il nous aurait anéantis tous les deux. Les larmes de Catherine coulèrent et je tendis la main pour les recueillir avec mon pouce, la poitrine douloureuse. Ne l'écoute pas, dis-je, même si les mots semblaient creux. Elle ne sait pas ce que nous avons traversé. Elle ne sait pas ce que nous avons construit, mais au fond de moi, je ne pouvais nier la douleur. Parce que les mots d'Ivy, aussi cruels soient-ils, ont touché quelque chose que j'avais tant essayé d'enfouir, la peur que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas assez bien, que toutes les années de formation, les nuits blanches à la faculté de médecine, les sacrifices, les nuits blanches et les mains sûres, les vies que j'avais aidé à sauver en Allemagne, tout cela ne signifiait rien si les personnes qui comptaient le plus ne pouvaient pas me voir. Je voulais raconter à Ivy les nuits que j'avais passées de garde à Berlin, debout au-dessus d'une table d'opération tandis que le sang trempait ma blouse, les vies que j'avais tenues dans mes mains comme du verre fragile. Je voulais lui parler de la transplantation cardiaque que j'avais assistée au printemps dernier, de l'enfant dont j'avais contribué à sauver la vie, du chirurgien en chef qui m'avait qualifié de faiseur de miracles alors que je sortais de l'hôpital à l'aube. Mais je ne pouvais pas, car elle avait déjà décidé qui j'étais. Il aurait été facile de la détester pour mais alors que j'étais assis là, tenant la main de Catherine, j'ai réalisé qu'Ivy n'était pas l'ennemi. Elle avait peur. Peur de perdre sa sœur aux mains d'un homme qu'elle ne comprenait pas, peur que je laisse tomber Catherine, peut-être même peur qu'elle laisse tomber Catherine aussi. Et cette peur, vive et aveuglante, était le seul langage qu'Ivy savait parler. Alors j'ai ravalé ma colère, la laissant brûler au creux de mon estomac comme une mèche lente. Je lui ferai mes preuves, non pas par des arguments ou des explications, mais par des actes. Je lui montrerai l'homme que j'étais devenu, l'homme qui se battrait pour Catherine chaque jour. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de prouver qu'Ivy avait tort. Il s'agissait de me prouver que j'étais bien plus que l'étiquette qu'elle m'avait collée. J'ai regardé Catherine. Ses yeux étaient rouges, ses joues ruisselaient de larmes. Je ne vais nulle part, ai-je dit d'une voix ferme. Maintenant, j'ai des offres pour Catherine, Berlin, Chicago, même New York. Je les ai refusées parce que je voulais être ici avec toi, parce que tu comptes plus que n'importe quel badge d'hôpital ou salaire. Elle déglutit, ses doigts se resserrant autour des miens. Je sais, Julie, murmura-t-elle, je sais, et à cet instant, je me fis un vœu silencieux. Ivy pensait peut-être que c'était un jeu qu'elle pouvait gagner d'un simple coup de fil, mais elle m'avait sous-estimé. Elle avait sous-estimé ce que signifiait aimer quelqu'un comme Catherine, se battre pour quelqu'un qui m'avait donné son cœur il y a tant d'années avec rien d'autre qu'une gomme et un sourire. C'était un jeu de longue haleine et j'avais l'intention d'y jouer jusqu'au bout. Je me tenais dans le hall de l'hôpital universitaire de Westbridge, serrant contre moi le fourreau de documents qui finaliserait ma réintégration. Au service de chirurgie. L'air sentait l'antiseptique et le café fraîchement moulu, une odeur qui me rappelait toujours les longues gardes et les nuits blanches de détermination et de douleur, et le serment tacite de tenir une vie entre mes mains et de ne jamais la laisser filer. J'aurais dû être fier. Après tout, ce n'était pas tous les jours qu'un chirurgien de retour, formé sous certains des plus grands noms d'Europe sont revenus dans ces couloirs. Mais, adossé au mur, mes yeux scrutaient la foule d'internes, d'infirmières et de médecins qui s'activaient. J'ai ressenti une tension différente dans ma poitrine, une peur qui s'intensifiait à chaque seconde qui passait. Je la sentais déjà. J'avais vu son lierre, cette même assurance polie, ce regard perçant, tel un faucon, scrutant le moindre défaut. Elle marchait avec une meute d'internes, sa blouse blanche impeccable et ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval serrée qui encadrait un visage à la fois beau et sévère. Elle m'a immédiatement repéré, ses lèvres se courbant en une ligne désapprobatrice serrée, le genre d'expression qui m'avait accueilli à chaque fois qu'elle était venue chez Catherine. Elle s'est dirigée vers moi, les internes la suivant comme des canetons obéissants,
leurs regards se balançant entre nous, comme s'ils pressentaient le début d'un spectacle. Elle s'est arrêtée à quelques pas, le regard dur. « Pourquoi êtes-vous ici » a-t-elle demandé d'une voix sifflante, traversant le hall d'entrée, comme un bruit. Un scalpel suivait Catherine. Une fois de plus, son ton était accusateur, comme si j'étais une sorte de harceleur. Elle avait finalement coincé ma gorge, une chaleur intense me montant aux joues. J'ouvris la bouche pour répondre, mais elle me coupa la parole, élevant la voix de sorte que chaque médecin, chaque infirmière, chaque curieux se tourna pour me fixer. « Tu n'es pas une harceleuse. J'appelle la sécurité si tu ne pars pas immédiatement. » Ces mots résonnèrent dans le hall, rebondissant sur le sol carrelé et les murs stériles, rebondissant dans mon crâne comme des balles. Je sentais tous les regards braqués sur moi, certains confus, d'autres méfiants, d'autres souriant face au drame qui se déroulait comme une émission de télé-réalité improvisée. Mon pouls battait fort, une sueur froide me perlait dans la nuque. J'avais affronté des patients mourants, j'apprécie les familles et le défi exténuant de la formation chirurgicale, mais rien ne m'avait préparé à la honte qui me remontait le long de l'échine, chaude et collante. J'avalais difficilement les mots que j'avais préparés en mourant dans ma gorge. Je pouvais voir le visage de Catherine je me souviens de la façon dont elle me regardait avec ce mélange de fierté et d'amour qui m'avait porté dans mes jours les plus sombres. Je ne pouvais pas laisser Ivy me voler ça. Je ne pouvais pas la laisser faire de moi le méchant de sa petite histoire. Mais avant que je puisse parler, une voix s'éleva derrière moi, ferme et calme, comme une bouée de sauvetage lancée dans la tempête. « Dr Cross, vous avez oublié votre contrat. » Je me retournai et il était là, le docteur Langston, le directeur de l'hôpital en personne, tenant un dossier rempli de papiers, un léger sourire aux lèvres. Ses cheveux étaient parsemés de gris, son regard perçant, et sachant qu'il avait tout vu et qu'en ce moment même, il me voyait tout, s'il annonça sa voix, chargée d'une autorité qui réduisit au silence tout le hall. Voici le docteur Cross. Il reprendra la chirurgie la semaine prochaine, l'un des meilleurs chirurgiens que nous ayons formés. Le silence qui suivit fut si épais qu'il étouffa le visage d'Yvette, vidé de ses couleurs, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson à bout de souffle. Les internes s'agitèrent, mal à l'aise, leurs yeux ils allaient et venaient, passant de moi au docteur Langston, la confusion et la gêne se lisant sur leurs visages. Je pris le dossier des mains de Langston, les doigts tremblant légèrement. Le soulagement me submergea comme une vague d'eau chaude, effaçant la vive douleur des accusations d'Ivy. Le docteur Langston me posa une main sur l'épaule. « Je suis content que vous soyez de retour, » dit-il d'une voix si basse que je suis la seule à l'entendre. « Votre talent nous a manqué ici. » Ces mots firent l'effet d'une bombe, apaisant la blessure à vif qu'Ivy avait ouverte. J'acquiesçai, parvenant à esquisser un sourire crispé, malgré un millier d'émotions mêlées, colère, justification, épuisement, mais surtout, une nouvelle raison d'être. Je n'étais pas là pour prouver quoi que ce soit à Ivy. J'étais là pour Catherine, pour les patients qui me confieraient leur vie, pour le travail qui valorisait chaque nuit blanche. Je me tournai vers Ivy, qui n'avait toujours pas trouvé sa voie. Ses yeux brillaient d'une lueur, peut-être du regret, peut-être de la gêne, mais cette lueur avait disparu. En un instant, remplacée par ce regard froid et calculateur. « Docteur Bell » dis-je d'une voix calme et uniforme. « À bientôt. » Elle cligna des yeux, la bouche pincée comme si elle voulait dire quelque chose. Rien ne sortit, mais aucun mot ne sortit. Les internes se dispersèrent, leurs murmures s'estompant lorsqu'ils comprirent que le spectacle était terminé, le protagoniste toujours debout, digne et intact. Tandis que le docteur Langston s'éloignait, je restais là un instant, laissant l'adrénaline me quitter des veines. Je sentais encore la chaleur de chaque regard posé sur moi, l'écho des accusations d'Ivy résonnant dans mes os. Mais maintenant, c'était différent, moins une condamnation qu'un défi. Je savais qui j'étais. Je savais ce que j'avais sacrifié pour en arriver là. Je n'étais pas un vagabond sans emploi ni un raccroché au succès de Catherine. J'étais le docteur Julian Cross, un chirurgien qui avait surmonté tous les obstacles pour arriver là où j'étais maintenant, et je n'allais pas laisser Ivy ou qui que ce soit me définir autrement que par le travail que j'avais accompli et la vie que j'avais sauvée. J'expirais lentement en relâchant mes épaules. Le hall me semblait plus petit, les murs plus proches, mais la honte qui avait menacé de me noyer quelques minutes auparavant s'était estompée, remplacée par une force tranquille. Catherine entendrait parler de ça. Ivy raconterait sans doute sa version des faits, tenterait de sauver sa fierté, mais au final, cela n'aurait aucune importance, car j'avais ma place ici et même les mots les plus durs d'Ivy ne pourraient me l'enlever. En me tournant vers les ascenseurs, contrat à la main, j'ai aperçu mon reflet dans le verre poli, un homme en blouse blanche,
un homme aux yeux fatigués et aux mains fermes, un homme qui avait gagné sa place dans ce monde. Une coupe à la fois. J'ai pensé à Catherine et à la gomme qu'elle m'avait donnée ce jour-là, le début de tout, la promesse que nous serions toujours ensemble. Ivy ne connaissait pas toute l'histoire, mais elle la connaîtrait, et avec le temps, peut-être me verrait-elle telle que j'étais vraiment. En attendant, je garde la tête baissée et les mains fermes. Parce que c'était un long match et que j'avais l'intention d'y aller jusqu'au bout. La poussée d'adrénaline qui m'avait porté tout au long de la confrontation avec Ivy dans le hall était à peine retombée qu'une voix aiguë et pressante retentit dans les haut-parleurs de l'hôpital, tranchant le bourdonnement des couloirs animés comme une lame. Code, cardiologie bleue. Mon estomac se serra. Les mots résonnèrent dans ma tête, résonnant avec une familiarité terrifiante, cardiologie. Mon esprit se tourna vers Catherine, qui était venue plus tôt dans la matinée pour un examen de routine. Elle avait mentionné se sentir un peu mal, une douleur sourde à la poitrine. Elle repoussa son stress. Je lui avais promis de venir me voir après avoir finalisé mes papiers, mais j'avais laissé la confrontation avec Ivy me distraire. Maintenant, tout ce qui comptait était de la rejoindre. Mes jambes se déplacèrent instinctivement, me propulsant à travers le dédale des couloirs, passant devant des infirmières serrant des presse-papiers et des internes figés sur place, l'odeur d'antiseptique et de cire à parquet se mêlant à l'odeur électrique de la peur qui s'accrochait à chaque surface. J'ai dérapé au coin d'une rue et j'ai fait irruption dans l'aile cardiaque où un groupe d'infirmières rôdait anxieusement devant une pièce. Mon cœur a fait un bond. À côté du chariot d'urgence garé devant la porte, les câbles du défibrillateur traînaient comme des bouées de sauvetage attendant d'être lancés. Je me suis frayé un chemin à l'intérieur de chaque cellule de mon corps, hurlant son nom avant que mes lèvres ne puissent former le mot Catherine. Elle était là, pâle. Deux autres étaient toujours affaissés sur le lit. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres teintées de bleu. Une infirmière effectuait déjà des compressions thoraciques, ses mains gantées bougeant à un rythme régulier qui semblait à la fois trop rapide et pas assez rapide. Une autre infirmière tâtonnait avec le DAE, le visage crispé par la concentration et un mouvement de panique. J'ai crié ma voix. L'infirmière a levé les yeux, le soulagement inondant ses yeux en me reconnaissant. Elle s'est écartée et j'ai pris sa place, mes mains trouvant le sternum de Catherine appuyant vers le bas, comptant les compressions, comme si mon univers entier dépendait de ces chiffres, et c'était le cas. Chaque seconde s'étirait en une éternité. Mon esprit s'est divisé en deux, la moitié de l'amante désespérée priant pour un miracle, la moitié du chirurgien se concentrait sur la mécanique pour sauver une vie. « Charge », dit l'infirmière, la voix tremblante tandis qu'elle actionnait le DAE. J'ai continué les compressions jusqu'à ce que la machine émette un bip. « Dégagez », cria-t-elle. J'ai levé les mains, priant en silence. Le choc a frappé sa poitrine, provoquant de violents soubresauts dans son corps. J'ai tressailli, mais je me suis forcé à garder les yeux rivés sur l'écran. Pas de rythme, une ligne plate. Mon cœur s'est à nouveau serré. J'ai aboyé. J'ai repris les compressions, le son de ma propre respiration laborieuse, remplissant l'espace entre le bruit mécanique du DAE et les bips des moniteurs. On aurait dit un compte à rebours avant la fin de la charge. La voix était plus forte cette fois, plus stable, plus claire. Un autre choc, un autre espoir désespéré. Et puis un bip, un battement lent et hésitant, une lueur de vie sur le moniteur. « Allez, Catherine », murmurai-je en me penchant plus près. Mes mains tremblaient en sentant son pouls sous mes doigts. Il était faible, mais il était là. « Reste avec moi. » Ses paupières battirent, ses lèvres s'entr'ouvrirent juste assez. J'ai pris une inspiration superficielle. Des larmes ont brouillé ma vision. Le soulagement menaçait de me faire plier les genoux. Elle était vivante, mais je savais que ce n'était pas fini. Il fallait trouver et traiter la cause de son arrestation, sinon elle serait de retour sur la table d'opération. Peut-être que la prochaine fois, sans seconde chance, il faudrait la préparer pour une opération immédiate. J'ai ordonné d'une voix ferme, ma formation prenant le dessus. Les infirmières se sont mises en action, faisant rouler son lit vers le minerai. Leur mouvement était efficace et maîtrisé. Dr Cross, une infirmière a dit, les yeux écarquillés d'urgence, vous êtes là. Je l'ai interrompu, je vais le faire. Mes mains étaient déjà à l'œuvre, se frottant au fur et à mesure que nous avancions. Catherine avait besoin de moi, non seulement comme l'homme qu'il aimait, mais comme le chirurgien formé pour ce moment. Les nuits exténuantes de Berlin, les heures interminables dans le minerai, les cas dont personne d'autre ne voulait, chaque seconde avait conduit à cela.
L'intervention dont nous avions besoin était une intervention que j'avais pratiquée une douzaine de fois en Allemagne, une intervention qui n'avait même pas été entièrement publiée aux États-Unis. Pourtant, l'ironie m'a frappé. Comme un coup de poing. Je l'avais quittée autrefois pour apprendre la technique même qui pourrait la sauver. Maintenant, à l'intérieur du minerai, les lumières flamboyaient comme des interrogateurs, la chaleur et la concentration se concentrant sur moi. L'équipe avançait avec une efficacité silencieuse, les infirmières me tendaient les instruments, l'anesthésiste surveillait ses constantes. Catherine était allongée sur la table, pâle mais vivante, son cœur, un métronome fragile qui marquait chaque précieuse seconde qui me restait pour arranger les choses. Je sentais le poids des regards de la salle sur moi, les internes, les infirmières, les techniciens de salle, certains familiers, d'autres inconnus. Peu m'importait. Seule elle comptait. L'incision semblait surréaliste, comme une coupure dans le temps. Mes mains étaient fermes, chaque mouvement précis. Je pouvais presque entendre mes mentors à Berlin au fond de moi, leur voix me guidant à travers chaque couche, chaque vaisseau, chaque complication potentielle. Elle se stabilise, dit l'anesthésiste, et je laissai échapper un soupir. Je n'avais pas réalisé que je retenais, mais je n'étais pas encore tiré d'affaire. Les dégâts étaient pires que je ne l'espérais, mais je refusais de laisser la panique m'envahir. C'était pour cela que je m'étais entraîné à ce moment précis, cette patiente, cette femme. Les heures se bousculaient, le temps se réduisait à une succession de sutures et de pinces, chaque battement de cœur me rappelant pourquoi j'étais revenu, pourquoi j'avais enduré les nuits froides de Berlin avec rien d'autre que des manuels et du café rassis pour me tenir compagnie. Je ne sauvais pas seulement une patiente, je sauvais la femme que j'aimais, celle qui m'avait tendu une gomme il y a des années. M'avait dit que nous étions tous dans le même bateau. Lorsque la dernière suture fut posée, et que son rythme cardiaque était fort et régulier, je sentis une vague d'épuisement et de soulagement m'envahir. Je reculai, la sueur trempant ma blouse, mes mains tremblant sous l'effet de l'adrénaline. Elle allait s'en sortir. Elle allait vivre. Je levai les yeux vers la galerie d'observation où une petite foule s'était rassemblée, interne, personnelle, et même Ivy. Son visage était pâle, ses yeux larges et humides. Pour une fois, elle ressemblait moins à l'accusateur et plus comme une sœur, effrayée et petite. Réalisant à quel point elle était proche de perdre Catherine, je lui ai donné un bref hochement de tête avant de remettre mon attention à Catherine. Alors qu'il la faisait paraître à la récupération, j'ai suivi mon cœur, brut mais déterminé. Je n'avais pas fini. Je me tiendrais à vigile si je devais combattre chaque bataille qui est venue ensuite, car je lui avais fait une promesse le jour où nous nous sommes rencontrés. Nous sommes dans le même ensemble et aucune force sur terre, pas les accusations d'Yvette, pas les années qui nous avaient séparés, pas même la mort elle-même, allait rompre cette promesse. Pas alors qu'il me restait encore une seule respiration à donner avant de mettre Catherine en chirurgie, avant que les lumières vives du théâtre d'opération ne se rendent sur nous deux, avant de laisser la partie de moi qui était la sienne avalée par le chirurgien en moi, j'ai senti du temps lent à un rampe. Je me tenais à l'évier de gommage, les mains et les bras jusqu'à mes coudes en mousse antiseptique et chaque instant des 2 dernières années inondé en un seul, vague implacable. Je lui avais demandé de me laisser partir, de quitter son côté quand elle était déjà si fragile, quand chaque souffle qu'elle avait pris ressemblait à un cadeau que je ne pouvais pas supporter de perdre. J'ai plaidé de ma manière calme et désespérée, avec toute la conviction d'un homme qui avait passé des années à apprendre à ne rien demander. Je lui ai dit qu'il y avait une place à Berlin, une bourse avec les meilleurs chirurgiens cardiaques au monde, où je pouvais apprendre les techniques qui pourraient la sauver, un endroit où il développait des protocoles, des procédures tripiantes qui ne sont même pas encore publiées. Elle m'a regardé cette nuit-là avec des larmes jaillissant dans ses yeux doux, ses doigts s'emmêlant dans le tissu de ma chemise, comme si elle essayait de me tenir là par une pure force de volonté. Je préfère avoir 6 mois avec toi que des années sans toi, a-t-elle chuchoté. Les mots frappaient comme un scalpel à ma poitrine. Mais je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas la regarder, je ne pouvais pas supporter d'être impuissante. Alors j'ai quitté et chaque maille que je mets entre nous ressemblait à une trahison enveloppée dans l'espoir. Berlin était froid dans tous les sens du terme. Les premiers mois, les jours se sont brouillés dans une brume de quart de 12 heures et des leçons qui ont fait tourner la tête. Des techniques si précises qu'elles ressemblaient à des pas de danse, mais avec des enjeux, cela signifiait qu'une mauvaise décision pourrait tout mettre fin. J'ai étudié sous des chirurgiens géants qui ont été les interventions sur les cœurs si endommagés qu'ils auraient tout aussi bien pu être du verre. J'ai absorbé chaque mot, chaque mouvement, chaque décision. Je les ai regardés sauver des vies qui semblaient au-delà de la sauvegarde, et chaque fois que je voyais les yeux des patients s'ouvrir, j'imaginais Catherine.
Je l'imaginais allongé dans un lit dans une pièce stérile de retour à la maison, me demandant si je l'avais laissé pour le frisson d'une nouvelle ville ou d'un plus grand nom. Chaque nuit, après les chirurgies et les conférences et les rounds sans fin, je m'assois dans mon petit appartement, mon téléphone à la main, le pouce planant sur son nom. Je rédigerai des messages, mais je ne pourrai jamais appuyer sur send. Comment pourrais-je lui dire que la seule raison pour laquelle j'étais là était pour elle? Comment pourrais-je lui demander de comprendre l'égoïsme de ma décision quand je l'avais laissé à combattre seul? Mais chaque matin, je me lève, je me frotterai et continuerai à apprendre. J'étudierai chaque nouvel article, chaque conférence, chaque étude de cas avec une orientation singulière, car un jour je savais que je serais de retour dans la pièce avec elle et j'aurais besoin de chaque once de cette formation pour lui sauver la vie. Et maintenant debout dans l'évier de gommage à West Brobridge. J'étais sur le point de tout mettre à l'épreuve. Les doubles portes s'ouvrirent, le hum-off remplissant le couloir comme une promesse et une menace. Tout à coup, j'ai rencontré les yeux des infirmières, l'anesthésiste et les textes de gommage, tout ce qui me cherche avec un mélange d'espoir et d'incertitude. Et puis il y avait Catherine, pâle et respirant, sa poitrine se levant et tombant comme la marée. Elle avait l'air si petite sur cette table, son cœur, une chose fragile qui s'était déjà arrêtée une fois. Ce jour-là, je suis entré à l'intérieur, le bourdonnement des plafonds bourdonnant comme statique dans mes oreilles. Je n'étais pas seulement un chirurgien maintenant, j'étais un homme en mission. L'infirmière m'a tendu le scalpel et pendant une seconde, le poids de celui-ci ressemblait au poids de chaque choix que j'avais jamais fait. J'ai jeté un coup d'œil au visage de Catherine, puis au moniteur qui affichait son rythme fragile, et je l'ai dit à haute voix, pas seulement à l'équipe mais à moi-même, commençons. L'incision était propre, stable, un mouvement pratiqué qui démentait le chaos dans ma tête. Chaque coupe, chaque suture, chaque pince était un pas sur la corde serrée entre la vie et la mort, et je les marchais avec la précision que Berlin m'avait percée. Mon esprit était un piège en acier, verrouillé sur la tâche, sur l'anatomie de son cœur que j'avais mémorisé comme les Écritures. Le temps dissous, le rythme des moniteurs de bip est devenu la seule horloge dont j'avais besoin. Son cœur a été endommagé pire que je ne le craignais, mais les techniques que j'avais apprises à l'étranger m'ont donné un chemin vers l'avant. J'ai travaillé méthodiquement, mes mains bougeant, avec une confiance que j'avais gagnée. Dans les salles sombres de cet hôpital allemand, je pouvais sentir sa vie dans mes paumes, chaque battement de fil fragile que je devais empêcher de s'effilocher. Au milieu de la procédure, j'ai ressenti le poids de chaque mile que j'ai parcouru. Chaque soir, je passerais seul dans un pays étranger, avec rien d'autre que l'espoir qu'un jour ce moment viendrait. J'ai entendu sa voix dans ma tête ce soir-là quand je lui ai dit que je partais. Je préfère avoir 6 mois avec vous que des années sans toi. Et j'avais chuchoté, je préfère avoir les deux. Je devais croire que ce que j'avais fait, la laisser être le bon choix, que la douleur de la séparation en valait la peine si cela signifiait lui donner une vie au-delà de 6 mois, au-delà d'un an, au-delà d'une vie de visite et de médicaments chez le médecin. Je ne pouvais pas laisser la culpabilité me paralyser. Maintenant elle avait besoin de moi. Alors que je terminais la suture finale, j'ai senti une vague d'épuisement et de soulagement me laisser sur moi. J'ai vérifié le moniteur, son cœur battait fort, stable. J'ai fermé les yeux pendant une seconde, laissant le poids de celui-ci. Je l'avais fait, je l'avais sauvé. Quand j'ai levé les yeux vers l'équipe, l'infirmière a rencontré mon regard, les yeux écarquillés. Elle est stable, dit-elle doucement. L'anesthésiste m'a fait un sourire serré. Beau travail, Dr. Cross. J'ai hoché la tête, avalant l'émotion qui menaçait de m'étouffer. Je voulais courir vers elle pour lui tenir la main et lui dire tout sur Berlin, sur les nuits que j'avais passées à souhaiter d'être à la maison, à propos de la promesse que je me suis faite de revenir mieux, suffisamment plus forte pour la sauver. Mais en ce moment, tout ce que je pouvais faire était de la regarder être à la récupération, sa vie n'est plus un point d'interrogation, mais une histoire se déroule toujours. C'était personnel et je ne lui échouerais pas. Pas maintenant, jamais. Ivy était dans la galerie au-dessus de la salle d'opération, debout derrière le verre avec un look que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant, une horreur et une crainte égales. Elle venait la regarder la posture, les bras raides croisés, comme une forteresse autour de son cœur. Elle était restée là pendant des heures en me regardant couper, connecter les navires, reconstruisant le cœur de Catherine à la précision que j'avais apprise à Berlin. Je ne l'ai pas regardée, ne pouvais pas. Pas, avec mon concentration si complètement sur le petit rythme fragile sous mes mains. Mais je lui ai senti le regard comme un poids pressant, exigeant des réponses à toutes les questions qu'elle n'avait jamais posées. Quand c'était fini, et le rythme cardiaque de Catherine est standard sous les rideaux chirurgicaux,
lorsque j'ai fermé la suture finale et reculé, je laissai échapper une respiration. Je n'avais pas réalisé que je tenais mes épaules, ACHD des heures de tension. Mes mains tremblaient légèrement, le tremblement de l'adrénaline s'est enfin s'estompant. L'équipe autour de moi a commencé la routine post-opératoire, nettoyer, enregistrer les instruments, préparer Catherine pour récupérer. J'ai décollé mes gants et je me suis détourné, le poids de la chirurgie atterrissant enfin sur moi. Ivy m'attendait dans le couloir à l'extérieur du moment où la porte s'est fermée derrière moi. Je l'ai vue immobile dans son manteau blanc, ses cheveux épinglés en arrière, mais ses yeux étaient différents. Ils étaient rouges à bord, les restes de larmes qu'elle avait probablement essuyées avant de les voir. Elle ouvrit la bouche, mais rien n'est sorti. Pour la première fois depuis que je l'avais connue, elle était sans voix. Je me suis préparé, m'attendant à la colère, peut-être même une autre assaut verbal, mais ce qui est sorti était quelque chose que je ne m'attendais pas. Sa voix était un murmure, brut et petit. Je ne savais pas, dit-elle, son regard tombant sur le sol comme si elle ne pouvait pas supporter de rencontrer mes yeux. Je pensais que tu l'avais abandonné. Je me tenais là, les bras croisés sur ma poitrine, mon propre cœur battant toujours trop vite. Je voulais être en colère, pour lui renvoyer chaque accusation sur les choses qu'elle avait dites, le nom qu'elle m'avait appelé, la façon dont elle m'a traité comme un parasite, nourrissant le succès de sa sœur. Mais la regardant maintenant, elle ne ressemblait pas à Livy qui m'avait ricané dans le café, qui m'avait appelé un nœud dans le hall de l'hôpital. Elle ressemblait à une sœur qui avait presque perdu la seule famille qu'elle avait. Elle ne voulait pas que tu t'inquiètes, dis-je finalement, ma voix même, mais pas méchant. Elle ne voulait pas vous effrayer avec la maladie qu'elle était vraiment. Ivy cligna des yeux en remplissant les larmes. Encore une fois, elle secoua la tête, un petit geste impuissant qui la faisait paraître si jeune. Mais je suis sa sœur, chuchota-t-elle. J'aurais dû savoir. Je devrais te faire faire maintenant, interrompis-je. En s'approchant, j'ai posé une main sur son épaule, régulière mais douce, comme je le ferais avec un patient qui avait besoin de plus que de médicaments. Tu sais maintenant, Ivy, c'est ce qui compte. Ses épaules s'affaissèrent et elle a finalement rencontré mes yeux. Vous l'avez sauvée, a-t-elle dit. Les mots étaient si calmes, je les ai à peine entendus. Vous ne l'avez pas seulement sauvée, vous, Dieu. J'avais tellement tort de toi. Je sentais que quelque chose se détendait dans ma poitrine, comme un nœud qui était là depuis des années, cédant enfin. Ouais, dis-je doucement, tu l'étais. Elle a donné un petit rire tremblant qui s'est transformé en sanglots et je l'ai laissé avoir ce moment, la laissant se décomposer de la façon dont elle avait besoin. Je la détestais une fois, détestais la façon dont elle me jugeait sans connaître les batailles que j'avais combattues. Mais debout là, voyant la brutalité dans son visage, j'ai réalisé que la haine n'était que la peur de porter un masque différent. Ivy était terrifiée de perdre Catherine, et c'est peut-être ce qui l'avait poussée à me repousser pour protéger sa sœur d'un homme qu'elle ne comprenait pas. Je ne sais pas comment faire ça correctement, dit-elle, sa voix craquant. J'ai été tellement horrible. Je voulais juste la protéger. Je sais, ai-je dit, et vous l'avez fait à votre manière. Je lui ai serré l'épaule. Mais maintenant, il est temps de me laisser faire ça aussi. Elle hocha la tête des larmes coulant sur ses joues et pour la première fois, elle ne ressemblait pas à mon ennemi. Elle ressemblait à la sœur de Catherine, comme quelqu'un qui traversait le feu pour les gens qu'elle aimait, et c'est peut-être ce que nous avions en commun. Je veux recommencer, a-t-elle dit. Les mots tremblaient comme si elle avait peur de se briser. J'ai rencontré son regard, sentant une force silencieuse s'installer dans mes os. Ensuite, commençons, dis-je. Elle a réussi un sourire à queue. Julien, a-t-elle dit, et c'était la première fois qu'elle disait mon nom sans une trace d'amertume. Merci. J'ai souri en retour, épuisement tirant sur les bords de ma vision, mais une chaleur remplissant ma poitrine. Vous êtes le bienvenu, dis-je. Rebuildez la nuit. Vous. Comme un allié. La pensée m'a fait me tenir un peu plus grand. Je reviendrai pour Catherine, mais peut-être que je reviendrai aussi pour Ivy, pour la famille que nous essayons tous de reconstruire dans l'ombre des vieilles blessures. Alors que l'infirmière nous a conduits à travers les portes, j'ai jeté un dernier coup d'œil à Ivy. Elle hocha la tête, une promesse silencieuse dans ses yeux. Nous étions dans le même jeu ensemble maintenant, les médecins, les sœurs, les amoureux, et pour la première fois depuis longtemps, je pense que nous pourrions réellement gagner. La récupération de Catherine a été lente mais stable, et j'ai remporté chaque petite victoire comme un cadeau précieux. La première fois qu'elle a ouvert les yeux et m'a reconnu, j'avais l'impression de sortir d'une tombe. Sa voix était un chuchotement rugueux,
mais le sourire qu'elle m'a donné était toute la lumière dont j'avais besoin. Elle serra ma main avec une force qui a défié les lignes fragiles en serpentant de ses bras, et à ce moment-là, je jure que je ne la laissai plus jamais échapper. Ivy visitait tous les jours. Au début, elle se tiendrait raideur dans l'embrasure de la porte comme si elle n'était pas sûre de y appartenir, mais au fil du temps, les lignes de son front s'adoucissaient. Elle apporterait des fleurs de la boutique de cadeaux de l'hôpital, Daisy, tournesol, tout ce qui ressemblait à l'espoir, et les a placés dans le coin avec un sourire nerveux. Parfois, elle avait lu à Catherine de ses notes médicales, se glissant dans ce mode de grande sœur qui faisait que même les manuels les plus rigides sonnent comme des histoires au coucher. D'autres fois, elle me posait des questions, ses yeux brillants de curiosité qui n'avaient plus rien à voir avec le jugement. Julan, disait-elle, son cahier équilibré sur son genou. Qu'avez-vous utilisé pour la greffe de dérivation? Une artère radiale, je répondrais, et ses yeux s'élargiraient. C'est incroyable, disait-elle, griffonnant des notes comme un étudiant dans une salle de conférence. Tu es un génie, je riais. Un son court et fatigué. Juste un chirurgien, je dirais. Mais chaque fois qu'une chaleur se propage dans ma poitrine qui n'avait pas été là auparavant. Ivy a même commencé à m'appeler par mon prénom, Julian, sans l'acide, mais ça utilisé pour porter. Elle poserait des questions sur les techniques, sur Berlin, sur les cas que j'avais vus là-bas. Parfois, elle s'attardait dans le couloir longtemps après son quart de travail, me poivrant avec des questions sur le cœur, les machines pulmonaires et les protocoles post-toit, et quand j'ai répondu, j'ai vu les murs qu'elle avait construits autour d'elle commencer à s'effondrer. Elle n'était plus seulement la sœur de Catherine. Elle était une résidente, fin d'apprendre, et j'ai réalisé qu'elle avait combattu ses propres batailles bien avant d'être entrée dans sa vie. Les stagiaires ont également commencé à me voir différemment. Au début, ils me regardaient à distance, l'étiquette de ne s'accrochant toujours comme une seconde peau indésirable, mais une fois qu'ils m'ont vu frotter une fois. Ils ont vu la façon dont mes mains se déplaçaient dans le minerai, la façon dont je m'attendais des complications et les gérais avec un calme. Ils ne s'attendaient pas à ce que tout change. Ils ont commencé à demander ma contribution sur les cas, m'invitant à déjeuner à la cafétéria, partageant même des blagues dans la salle de pause. Dr Cross, l'un d'eux a dit en passant par la station de l'infirmière, j'ai vu votre technique sur le triple dérivation hier soir. J'espère que cela ne vous dérange pas si j'emprunte quelques-uns de vos mouvements. Empruntez tout ce que vous voulez. Je lui ai dit, un sourire tirant sur mes lèvres. C'est de cela que parle de l'apprentissage, et ça l'était. Chaque fois que j'enseignais à un stagiaire ou répondais aux questions d'Yves, j'avais l'impression de redonner, comme la douleur que j'avais transportée depuis si longtemps se transformait enfin en quelque chose d'utile. Le réalisateur Langston, quant à lui, s'est assuré que j'étais occupé, peut-être trop occupé. Il m'a attribué les cas les plus compliqués, les chirurgies les plus longues, les consultations très médiatisées que l'hôpital a utilisées pour attirer les riches donateurs. Il me souriait pendant les bals du matin comme un fier oncle encaissant les talents de son neveu préféré. Dr Cross, disait-il, me giflant dans le dos, pouvez-vous gérer la dissection aortique cet après-midi? La femme du gouverneur est en ville et je détesterais l'envoyer ailleurs. Bien sûr, je répondrais, même si j'avais à peine dormi la nuit précédente. Et chaque le temps que j'ai livré, parce que, peu importe à quel point j'étais épuisé, peu importe à quel point le poids des attentes se sentait, je me souvenais que je reviendrais pour Catherine, et chaque vie que j'ai sauvée était une autre raison pour laquelle j'avais fait le bon choix. Les progrès de Catherine étaient lents mais indéniables. Elle a commencé à s'asseoir dans son lit, sa couleur revenant, les ombres se désagrégeant sous ses yeux. Elle me souriait avec cette même chaleur que j'étais tombée amoureuse, et chaque fois que c'était comme un lever de soleil qui se brise à l'horizon. Tu n'as pas seulement sauvé la vie, chuchota-t-elle un après-midi alors que je m'asseyais près de son lit en tenant sa main. Tu m'as donné envie de le vivre complètement. Ces mots m'ont frappé comme une secousse de défibrillateur. J'avais passé si longtemps à se battre pour elle, pour ma place dans cet hôpital, pour le respect d'Ivy et des stagiaires et même moi-même, que j'avais oublié à quoi cela servait. C'était pour ce moment pour elle, pour nous. Je l'ai ramenée à la maison dès qu'elle était assez stable pour quitter l'hôpital. Ivy est venue tous les jours au début, aidant avec les médicaments, vérifiant les signes vitaux, même préparant le dîner. Quand j'étais trop fatigué pour penser que nous nous asseyions dans le salon, Catherine s'est recroquevillée sur le canapé, Ivy sur le sol avec ses notes et moi perché sur la coudoir comme un siècle. Parfois, Catherine s'endormait au milieu de la phrase, sa tête inclinant contre les coussins, sa respiration douce et régulière. Ivy me regardait les yeux, ses yeux réfléchis. Tu sais, dit-elle une nuit, la voix basse.
Je n'ai jamais pensé dire ceci, mais je suis content que tu sois là. Je l'ai regardée, surprise par la douceur de son ton. Moi aussi, dis-je, et je le pensais, car à travers toutes les batailles, les chirurgies, les accusations, les nuits que j'avais passées seul à Berlin, je n'avais jamais cessé de croire que revenir à Catherine était le bon choix, que la sauvegarder valait chaque mile que j'avais parcouru et chaque nuit sans sommeil que j'avais enduré. Et maintenant, dans le calme de notre maison, avec Ivy riant d'une émission de télévision, elle avait une fois appelé Childish et Catherine couchant avec sa main dans l'esprit, j'ai finalement compris ce qu'elle avait signifié il y a toutes ces années où elle m'avait prêté cette gomme. Nous étions toujours ensemble. Tu es la seule raison pour laquelle je suis revenu, je lui ai dit le lendemain matin, en pressant un baiser sur son front alors qu'elle remuait. Elle sourit, les yeux à moitié vus de sommeil mais pleins de confiance. Et je suis la seule raison pour laquelle vous restez. Je l'ai à nouveau embrassé, mon cœur, ma lumière est certaine. Exactement. J'ai chuchoté et je savais sans aucun doute que cela, cette vie désordonnée, imparfaite et belle, était exactement là où j'étais censé être. Un matin, juste au moment où le soleil craquait l'horizon et répandit la lumière dorée dans la cour de l'hôpital, Ivy a frappé à la porte de mon bureau. Elle a abandonné la netteté habituelle qui la faisait paraître 2 fois son âge et portait plutôt une expression qui planait entre la peur et l'anticipation. Big Bro, elle a dit sa voix à peine au-dessus d'un murmure, comme si elle avait passé toute la promenade à répéter ces 2 mots. Veux m'aider à me préparer pour mon premier dé? J'ai presque ri, Big Bro, a-t-elle dit, comme si j'avais toujours été ici, comme si les mois de tension, les accusations, la confrontation du lobby de l'hôpital ne s'étaient pas produites. Mais la chaleur dans ses yeux était différente maintenant, moins gardée, plus ouverte. Elle voulait mon aide, non pas parce qu'elle devait le faire, mais parce qu'elle savait que je le donnerais. Honnêtement, bien sûr, dis-je, se penchant en arrière sur ma chaise, souriant, passons à travers ça. Elle rayonna un petit sourire prudent, comme une fleur ouvrant au soleil. Elle a sorti un cahier battu, les bords s'effilochaient des nuits d'études. Je l'ai pris de son scanner ses notes, ses diagrammes soigneusement gribouillés. Pas mal, dis-je, pointant une étape particulière qu'elle avait soulignée. Mais quand vous serez ici, préparez-vous à plus de saignements que vous ne le pensez, il est facile de sous-estimer. Son front se fronça. Mais les manuels des manuels sont écrits par des gens qui ne se sont jamais tenus dans le hou avec une vie de patient entre leurs mains. Moi interrompu, lui donnant un coup de pouce doux avec mon coude. La vraie vie est désordonnée. C'est pourquoi vous êtes ici pour apprendre de quelqu'un qui a été dans ce gâchis. Elle laissa échapper un souffle, ses yeux brillant avec quelque chose comme un soulagement. Merci, Julian, a-t-elle dit, en utilisant mon nom comme elle avait commencé à le plus souvent ces derniers temps, comme si ce n'était plus une accusation mais un signe de respect. Plus tard dans l'après-midi, après des tours, j'ai rencontré Catherine dans le jardin de l'hôpital. Elle était assise sous un chêne tentaculaire, ses cheveux pris dans la brise comme 1000 minuscules drapeaux. Elle avait l'air plus saine qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Couleur dans ses joues, une étincelle dans ses yeux qui m'a donné l'impression de voler quelque chose de précieux à l'univers. Et, dis-je, tombant à côté d'elle sur le banc. Devinez qui m'aide demain. Elle m'a regardé avec ce sourire connaissant, celui qui a toujours fait sauter mon cœur. J'ai ri. Ouais, elle a en fait demandé mon aide ce matin. Ses yeux s'adoucissaient, fierté se mêlant de soulagement. Elle est enfin vous voyant, a-t-elle dit, le vrai vous. Je l'ai regardé, à la façon dont la lumière du soleil dansait dans ses cheveux, à la force de sa posture, à la douce courbe de ses lèvres. Tu m'as toujours vu, dis-je. Elle tendit la main, lui enfilant les doigts à travers les miens. J'ai toujours cru en toi, a-t-elle corrigé. Il y a une différence, j'ai serré sa main et pendant un moment, le monde avait l'impression d'avoir rétréci à nous, le jardin, la brise et le poids de tout ce que nous avions survécu. Tu te souviens de la gomme, a-t-elle demandé soudain, sa voix attrapant un souvenir qui avait l'impression d'appartenir à une autre vie. J'ai souri, je me souviens de tout. Elle se tourna pour me faire face, pleinement maintenant, les yeux brillants et cherchants. Tu es devenu chirurgien pour moi, n'est-ce pas que j'ai pris une respiration? C'était une question que je me suis posée 1000 fois à Berlin, au milieu de la nuit, quand la solitude est devenue trop forte. Non, dis-je lentement, en choisissant chaque mot comme un scalpel. Je suis devenu chirurgien. À cause de vous, elle cligna des yeux, une larme glissant sur sa joue. Quelle est la différence? J'ai tendu la main et je l'ai brossée avec mon pouce. À cause de vous, j'ai appris ce que cela signifiait de se battre pour quelqu'un, j'ai dit. Non pas parce que je devais le faire, mais parce que je voulais,
parce que l'idée de vous perdre était la seule chose plus effrayante que n'importe quelle autre. Ses lèvres tremblaient, Julian. À cause de toi, j'ai continué ma voix brutale. J'ai appris que chaque rythme cardiaque est une promesse, chaque respiration est un cadeau. Je n'ai jamais voulu être juste un autre médecin. Je voulais être le médecin qui ne vous laisserait jamais tomber. Elle se pencha dans mon épaule, la tête s'intègre dans cet espace qui avait toujours eu l'impression que cela avait été fait pour elle. J'ai enroulé mon bras autour d'elle, la rapprochant. Son rythme cardiaque contre mes côtes, stable et sûr, comme un rappel de chaque mile que j'avais parcouru, chaque nuit que j'avais passée seule à Berlin, à chaque argument, à chaque excuse. Ne perdons plus de temps, murmura-t-elle, son souffle chaud contre mon cou. Nous ne le ferons pas, promis, pressant mes lèvres contre ses cheveux. Le lendemain, Ivy se tenait à côté de moi dans le minerai, les yeux stables, ses mains tremblantes seulement légèrement. Je l'ai regardée comme j'avais regardé d'innombrables stagiaires auparavant, mais c'était différent. C'était une famille, désordonnée, compliquée, mais réelle. Ses mains gantées planaient sur les instruments, attendant mon signal. Prêt, ai-je demandé. Elle hocha la tête, sa mâchoire se déroule dans la détermination. Alors faisons l'histoire, ai-je dit, et elle a craqué un sourire. C'était toute la cloche, la confiance. Nous avons travaillé côte à côte pendant des heures, chaque mouvement, une danse de confiance et de précision. Elle a posé des questions intelligentes, sa voix calme, sa focalisation inébranlable chaque fois qu'elle me regardait, j'ai vu quelque chose changer, un respect qui n'avait pas été là auparavant, une reconnaissance que j'étais plus que l'étiquette qu'elle m'avait donnée. Lorsque la suture finale a été placée et que le patient était stable, Ivy s'est tournée vers moi, ses yeux brillaient de triomphe et de soulagement. C'était incroyable, dit-elle, sa voix des heures de concentration. J'ai souri. Tu as bien fait, elle laissa échapper un rire tremblant. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. J'ai tendu la main et posé une main sur son épaule. C'est à cela que c'est la famille, dis-je. Après avoir frotté, elle m'a tiré dans un câlin rapide, maladroit, raide, mais réel. Merci, chuchota-t-elle. Je l'ai regardé. S'éloigner, la tête haute, ses pas. Bien sûr, pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, je n'ai pas vu d'ennemi. J'ai vu une sœur, un collègue, quelqu'un pour lequel je me battrais aussi férocement que je me suis battu pour Catherine. Plus tard dans la nuit, je me suis assis sur les marches de l'hôpital, l'air frais se brossant contre mon visage. Catherine m'a trouvé là, ses cheveux lâches, son sourire doux. Elle s'assit à côté de moi, son épaule se pressant dans la mienne. « Comment ça va » demanda-t-elle, ses yeux curieux. J'ai laissé échapper une longue haleine. « Elle est bonne » ai-je dit. « Vraiment bien » sourit-elle. J'ai toujours su qu'elle l'était. J'ai secoué la tête. Non, Catherine, elle est plus que bonne. Elle est de la famille. Elle se pencha et m'embrassa, ses lèvres chaudes et certaines. Alors êtes-vous, dit-elle, et à ce moment-là, sous les étoiles et le silence d'un hôpital qui n'a jamais vraiment dormi, j'ai ressenti quelque chose en moi, régler le nœud. Il m'avait appelé le stalker sans emploi. Ivy avait une fois licencié. Il était parti à sa place au docteur Julian Cross, chirurgien, frère, amant, et pour la première fois, je ne me battais pas pour faire mes preuves. Je me battais pour tenir les promesses que j'avais faites à la femme qui m'avait donné une gomme, un sourire et une raison d'être plus que jamais imaginée. Catherine est retournée à son travail ambulatoire à l'hôpital, son visage brillant d'une confiance tranquille qui n'avait pas été là auparavant. La regardant reculer dans son monde, stable et sans peur, m'a rempli d'une fierté si féroce qu'elle m'a presque surpris. Elle avait combattu son chemin dans l'obscurité, le silence, le moment où son cœur avait presque abandonné, et chaque fois que je la voyais saluer une patiente, les yeux chauds et son sourire inébranlable, je me souvenais pourquoi je rentrais à la maison. Ivy était une force à part entière, maintenant un résident hors concours sous mon mentorat. Elle a absorbé chaque leçon avec une fin que je n'avais jamais vue en elle auparavant, ses questions nettes mais plus interrompues d'accusations. Parfois, elle me coinçait après des tours, ses notes remplies de gribouillis qui dansaient entre le jargon médical et la curiosité brute. Julien, elle dirait, sa voix, toutes les affaires, comment aborderiez-vous un patient atteint de cardiomyopathie restrictive? Je l'accorderais et la traverserais à travers les marches et quand elle avait griffonné la réponse, je verrais la gratitude dans ses yeux. Les autres stagiaires avaient également commencé à me chercher pour obtenir des conseils. Les balles du matin se sont senties différentes. Maintenant, je ne me sentais plus comme un étranger. Le nœud, ils avaient ri. Maintenant, j'ai mené la discussion,
ma couche blanche marquée du respect que j'avais gagné, le docteur Cross, il disait, les yeux brillants, les voix impatientes. Pouvez-vous nous guider à travers cette affaire de la nuit dernière, celle avec la membrane subaortique? Et je le ferai, parce que c'est ce que signifiait être un leader, leur montrer que chaque patient était une chance d'apprendre, de se battre, de guérir. Parfois, Ivy se tenait à côté de moi, son front sortant en écoutant. Elle sortait avec ses propres questions, réfléchies, précises et à chaque fois que je ressentirais une fierté de fierté. Elle n'était plus seulement la sœur de Catherine. Elle était ma collègue, mon partenaire dans le ou mon ami. Quant à moi, je n'avais plus besoin de validation. Je l'avais trouvée dans chaque battement de cœur. J'avais aidé à stabiliser chaque vie. J'avais eu le privilège de sauver Catherine et je m'asseyais dans le jardin pendant nos pauses, partageant du café et des rires tranquilles, et chaque fois que je la regardais, je savais que j'avais déjà gagné. Elle atteindrait ma main, ses doigts chauds et forts, et disait, « Tu m'as rendu à moi » et je souriais parce que c'était vrai. Un matin, je me suis réveillé à côté d'elle dans notre appartement, le soleil commençant à réchauffer le monde à l'extérieur. Elle se tourna vers moi, ses yeux endormis mais brillants et chuchotèrent, « Tu sais, j'ai toujours cette gomme. » J'ai ri doucement, pressant un baiser sur son front. « Je sais, » ai-je dit. « C'est pourquoi je n'ai jamais abandonné. » Elle se blottit plus près, la tête reposant sur ma poitrine, et à ce moment-là, j'ai ressenti le poids de chaque défi que nous avions rencontré, chaque cicatrice que nous avions gagnée. Faire fondre, nous avions survécu. Nous avions construit quelque chose de plus fort que les doutes, la distance, les étiquettes qui nous avaient définis. À l'hôpital, je me suis retrouvé à donner l'exemple, de longues chirurgies qui ont testé mes compétences, consultes qui exigeaient chaque once d'empathie que j'avais apprise. De Berlin à Bramwell, les patients saisissaient ma main et disaient « Merci, docteur », et je sourirais, sachant que c'était la seule validation dont j'avais besoin. Ivy a aussi prospéré. Elle a présenté une étude de cas lors d'une conférence régionale. Sa voix forte, ses toboggans impeccables. Et quand elle m'a vu dans le public, elle rayonna, « Celle-ci est pour toi, Julien », a-t-elle dit, et j'avais ressenti une chaleur que je ne savais pas que j'avais besoin d'un soir. Alors que le soleil plongeait bas et que le ciel tournait la couleur d'une échymose de guérison, Catherine et moi nous sommes assis sur le toit de l'hôpital, les lumières de la ville qui vit en dessous. Elle a pris ma main dans la sienne et a dit, « Tu sais, tu n'es pas cet homme qu'ils appellent le mort ?» Je me suis tourné vers elle, ma poitrine se resserrant. « À courage à faire de l'amour. » Catherine sourit. Chaque fois, à son tour rencontrer mes yeux avec respect au lieu de pitié, je savais que j'avais déjà gagné. Et chaque jour, quand j'ai tenu la femme qui m'a prêté pour la première fois une gomme et m'a donné son cœur, j'ai fait un vœu silencieux, je ne laisserai plus jamais son cœur se briser.